Bien, bonsoir. Donc, une deuxième fois, je suis Stéphane Picot et je m'occupe d'une équipe de parasitologie à l'Université de Lyon. Et nous travaillons dans un institut fédératif de recherche de neurosciences. Donc, essentiellement, nous nous intéressons aux aspects neurologiques du paludisme. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, nous nous intéressons également à la résistance et à un autre parasite qui est Plasmodium vivax, et dont je vais essayer de vous démontrer que c'est un parasite qui a son importance. Je crois que la plupart d'entre vous êtes essentiellement motivés par Plasmodium falciparum, vous êtes même obnubilés pour certains. Je vais essayer de vous montrer qu'il faut aussi vous intéresser à Vivax parce qu'il ne devrait pas tarder à s'intéresser à vous aussi, malheureusement. Alors, tout d'abord, il y a une notion assez habituelle qu'on trouve dans tous les vieux livres, bons et vieux livres, c'est que le paludisme causé par Plasmodium vivax, c'est une fièvre tierce bénigne. C'est ce qu'on appelle un paradigme. Donc une fièvre tierce bénigne qui est sensible aux médicaments, le parasite est sensible aux médicaments et qu'on peut facilement contrôler, donc c'est pas la peine de s'y intéresser et on se demande pourquoi on en parle aujourd'hui. En fait, si on regarde un petit peu dans l'histoire de ce parasite, on s'aperçoit que en France et dans d'autres pays, en Allemagne, en Europe, au début du siècle précédent, on faisait la malaria-thérapie. C'est-à-dire pour traiter les patients qui étaient à un stade avancé de syphilis, eh bien on leur injectait Plasmodium vivax de façon à déclencher des crises de fièvre chez ces patients, en espérant que ces crises de fièvre allaient limiter la progression de la maladie. Alors à l'époque, on n'a toujours pas d'ailleurs de culture de Plasmodium vivax, donc il fallait qu'on trouve un malade porteur de vivax. À l'époque en Europe, il y en avait encore assez fréquemment. On prélevait 5 à 10 millilitres de sang de ce malade. Éventuellement, comme c'est marqué dans les vieux livres, on vérifiait le groupe sanguin, mais bon, pas à tous les coups. Et on injectait ce sang aux patients présentant une syphilis en espérant que ça allait le traiter. On attendait que le malade fasse 8 à 12 accès de paludisme à vivax et on considérait qu'à bout de 8 à 12 accès, il avait mérité qu'on lui donne de la quinine et on le traitait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, évidemment, ça ne marchait pas, pour ce qui est du traitement de la syphilis, ça n'a pas grand-chose comme efficacité, mais il y avait quand même 5% de mortalité causée par cette injection de Plasmodium vivax à des patients. Donc considérer que le palu causé par Vivax est toujours un palu simple, déjà depuis longtemps on sait que ce n'est pas un palu simple, on l'avait simplement peut-être un peu oublié. Alors il y a des particularités à ce parasite. D'une part, sa capacité à être transmis d'un individu à un autre par les parasites. Si on compare Vivax à falciparum, on s'aperçoit qu'à 30 degrés de température ambiante, falciparum, pour faire un cycle anophélien, met à peu près 13 jours. C'est une moyenne, on peut rester sur les chiffres très précis, alors que Vivax, lui, c'est un peu moins, c'est une dizaine de jours. Donc Vivax se développe chez le moustique un peu plus rapidement que falciparum. Et Vivax se développe jusqu'à des températures extérieures qui tombent jusqu'à 15 degrés, alors que pour falciparum, classiquement, c'est 18 degrés, sachant encore que ces chiffres sont des chiffres approximatifs. Donc finalement, Vivax se développe plus vite, et dans des pays où il peut faire plus froid. Les stades hépatiques, lorsque on est contaminé par un Plasmodium vivax, eh bien, il y a tout de suite deux lots de parasites qui sont localisés au niveau hépatique. Vivax, c'est un parasite prudent, il fait une réserve dans le foie, ce sont les hypnozoïtes, et il fabrique des schizontes primaires au niveau hépatique, c'est ceux-là qui vont passer dans le sang. Et on sait que c'est vraiment deux lots différents dès l'infection qui vont se localiser au niveau hépatique, certains vont donner des hypnozoïtes et pas d'autres. Et puis ensuite, ces hypnozoïdes vont avoir une périodicité de libération qui a été sélectionnée probablement par le climat et qui est très différente. Et ce sont les accès de reviviscence. On sait que les hypnozoïdes sont libérés au moment où l'anophèle est présent. Par exemple, si vous êtes dans une zone tempérée, en tout cas moins chaude, avec une moins forte présence de l'anophèle au cours de l'année, eh bien, les hypnozoïdes vont être libérés tous les 10 à 12 mois de façon à ce que le parasite soit de nouveau présent dans le sang lorsqu'il y aura de nouveau la présence des anophèles. Et alors, lorsque vous êtes en zone tropicale, en revanche, là, les hypnozoïdes sont libérés tous les mois parce qu'il y a en permanence des anophèles qui peuvent les récupérer les parasites et les transmettre. Donc là, on parle d'accès de reviviscence et ça nécessite quelques définitions qui sont importantes dans le cas de Plasmodium vivax, mais comme toujours, la reviviscence, classiquement, c'est la réalisation d'un nouveau cycle érythrocytaire à partir de la libération de mérozoïdes provenant de schizontes hépatiques. Donc là, c'est vraiment la libération des schizontes hépatiques primaires. La recrudescence, ce serait plutôt une réapparition d'une parasitémie après un échec thérapeutique. Et la rechute, c'est une rechute clinique. Donc la rechute, on ne peut pas tellement savoir s'il s'agit d'une recrudescence ou d'une reviviscence. C'est une rechute clinique, c'est un accès clinique secondaire à distance du premier épisode pour lequel le doute persiste.
Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les traductions anglaises de ces deux termes, reviviscence et rechute, relapse, sont à peu près équivalentes, selon les auteurs qui les utilisent soit pour définir la reviviscence vraiment, soit pour définir la rechute. Et lorsque vous faites un peu de bibliographie sur le plasmodium vivax, parfois vous avez du mal à comprendre de quoi il s'agit, et c'est vraiment important parce que ça peut entraîner des interprétations erronées de ce qui se passe. Alors je vous ai mis une carte parmi beaucoup concernant l'origine de Vivax. Il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'origine de Vivax. Moi, j'avoue que je ne m'y suis pas intéressé, je vous en parle. Je n'ai pas toujours très bien compris de quoi il s'agit. Il y a des gens qui disent que c'est un parasite qui vient de l'Asie, qui est ensuite passé en Afrique, d'autres qui disent que c'est l'inverse, d'autres qui disent que c'est passé par l'Europe. Finalement, j'avoue que je ne sais pas la réponse, je ne sais pas quelle importance pourrait avoir la réponse d'ailleurs. Il n'empêche que d'après les dernières publications des gens autorisés, Vivax sera un parasite issu d'un singe asiatique qui serait passé chez l'homme. Mais je vous donne cette information sans aucun contrôle, je ne sais pas si c'est le cas, et surtout, en termes de lutte contre Plasmodium vivax, je ne pense pas que ce soit indispensable de le savoir. Sauf si vous avez d'autres arguments, enfin peut-être que... Alors, deuxième terme qui vient rapidement à l'esprit lorsqu'on parle de Plasmodium vivax, c'est le DeFi. Alors, DeFi, c'est un antigène, c'est un récepteur, en fait, d'un antigène un récepteur pour des chémokines. Cet antigène est nécessaire le récepteur de cet antigène est nécessaire pour Vivax, mais aussi pour Plasmodium knowlesi. Et vous savez que Plasmodium knowlesi est passé depuis quelques années en Thaïlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est passé chez l'homme. On a des cas qui sont décrits de Plasmodium knowlesi infectant l'homme et causant une maladie, alors que c'est un parasite classiquement du singe. Donc ces deux parasites, ces deux espèces ont en commun la nécessité d'avoir un dark à se mettre sous la dent au niveau érythrocytaire. Le Plasmodium vivax dispose d'un domaine de fixation au récepteur de FIG, donc les DBL, qui donc va se fixer avec le dark de l'érythrocyte du sujet réceptif. Il est intéressant de remarquer qu'il peut exister des variabilités, là j'ai mis PV mais c'est une erreur, il peut y avoir des variabilités sur le dark de certaines populations, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Colombie. Il y a également un autre point intéressant, c'est que dans la famille des DBL, on retrouve chez Falciparum une protéine, le MP, qui est impliquée dans la cytoadhérence et dans la physiopathologie. Donc finalement, tout ce système de phi n'est pas aussi clair que ce qu'on peut l'imaginer, et il y a des différences à prendre en compte. Le DARC est absent dans la plupart des populations africaines, d'Afrique noire. Mais on peut le retrouver en Afrique, Vivax, parce que les peuples d'origine berbéroïde, en particulier Touareg et Maure, possèdent un DARC, donc sont susceptibles de recevoir Vivax. Les Éthiopiens d'origine yéménite, et toute la zone du Yémen est une zone de transmission de Vivax. Les Malgaches d'origine indonésienne aussi ont un arc, et les Bushmen d'Afrique de l'Est. Donc finalement, le cas qu'on trouve aussi un petit peu dans les livres en disant que Vivax n'est pas ou très peu en Afrique, c'est un cas qui est de plus en plus remis en cause et qui est maintenant largement discuté. Alors voilà une carte qui a beaucoup d'imprécisions, mais qui a le mérite de montrer qu'on peut avoir des zones de transmission de Vivax en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, quelques foyers même au sud du Maroc. Mais vous voyez, finalement, c'est un parasite qui est très largement répandu sur toute la planète, avec très peu de zones d'exclusion. Et je crois qu'on peut aujourd'hui plus se permettre d'exclure l'infection par Plasmodium vivax uniquement sur un argument géographique, d'autant plus que c'est augmenté par les migrations de population et les échanges de population. Mais c'est essentiellement dans les îles de la Sonde, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, toutes les îles de l'Indonésie, et également jusqu'en Thaïlande et autour du Cambodge et du Myanmar, qu'on retrouve forte présence de Vivax, et puis également dans le bassin amazonien, on retrouve là aussi une forte présence de Vivax. Alors s'agit-il d'une fièvre tierce bénigne? Donc ici on retrouve la littérature un peu ancienne, anglo-saxonne, vous voyez, 1827, c'est pas franchement une nouveauté, parlant de patients vivant dans les marécages, dans les zones marécageuses, on les appelait des fantômes, puisqu'ils souffraient du berceau jusqu'à la tombe. Ils étaient vieux dès l'enfance, et finalement ils mouraient dans une misère, et on sait que cette épidémiologie un peu particulière qui est décrite là correspondait à des zones de transmission de Plasmodium vivax. Et on sait également que de plus en plus on peut avoir des complications graves au cours de l'infection par Plasmodium vivax, avec le plus souvent des syndromes de détresse respiratoire aiguë qui ont été décrits, vous voyez, depuis les années 2000, maintenant c'est assez fréquemment décrit, avec un vrai syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, un neuropaludisme cérébral malaria, décrit avec Plasmodium vivax, avec une confirmation qu'il ne s'agissait pas de Falciparum associé. Des tableaux également d'encéphalomyélite, beaucoup plus
frustre sur le plan clinique, mais tout aussi grave que le neuropaludisme, et puis des hémorragies rétiniennes qu'on trouve très souvent au cours de l'infection par Vivax et qui sont assez typiques également de l'infection du stade de neuropaludisme par falciparum. Donc finalement, même s'il est évident que ces complications sévères sont beaucoup moins fréquentes avec Vivax qu'avec le falciparum, on ne peut pas les réfuter non plus. Alors quels sont les mécanismes? A priori, il n'y a pas de séquestration de Plasmodium vivax au niveau des capillaires de la microcirculation cérébrale. Vous savez que lorsque Plasmodium falciparum rentre dans un globule rouge, le globule rouge perd sa déformabilité et ça participe au phénomène de séquestration cérébrale. En revanche, lorsque Vivax rentre dans un globule rouge, eh bien, la déformabilité du globule rouge est augmentée et le globule rouge devrait circuler beaucoup mieux que ce qu'il ne circule lorsqu'il n'est pas infecté. Donc, ces mécanismes de séquestration sont probablement pas impliqués. On retrouve très peu de forte parasitémie au cours des infections par Vivax, donc là aussi, on n'a pas tellement d'explications. Et finalement, donc, les mécanismes de ces formes cliniques graves, qu'elles soient cérébrales, pulmonaires ou autres, restent à trouver. Alors, s'agit-il d'un parasite sensible aux médicaments? Vous savez que depuis très longtemps, et dans la plupart des régions, le traitement de première intention de l'accès à Vivax, c'est la chloroquine. Mais on sait également que depuis la fin des années 80 et peut-être même avant, on a des résistances à la chloroquine qui sont apparues toujours dans les îles de la Sonde et puis qui s'étendent de plus en plus. Et maintenant, on peut retrouver des baisses de sensibilité ou des résistances à la chloroquine dans beaucoup de zones de transmission. Il y a également des résistances à la pyrimétamine, il y a des résistances à la primaquine qui ont été décrites. Alors, la sensibilité de Vivax à la sulfadoxine pyrimétamine, on a longtemps considéré, là aussi dans certains livres, on notait que Vivax est naturellement résistant à la sulfadoxine pyrimétamine. En fait, c'est une notion qui est probablement à remettre en cause parce que les travaux qui ont mis en évidence cette résistance entre guillemets naturelle de Vivax, en fait, avaient été réalisés en Thaïlande, où depuis longtemps on traitait les falciparum avec l'ASP, et donc vous savez qu'en Thaïlande il y a environ 20 à 30% de co-infection Vivax falciparum. Et donc il est très probable que Vivax ait reçu de la sulfadoxine pyrimétamine pendant des années sans qu'on le sache et que c'est favorisé la sélection de mutations de résistance. Donc finalement, on n'est pas tout à fait sûr pour certains codons que les mutations qu'on décrit aujourd'hui soient réellement des mutations et pas plutôt un type sauvage qui serait réapparu. Une autre donnée intéressante, c'est que vous savez que parmi les antipaludiques actuellement disponibles, très peu, quasiment pas, sont actifs sur les hypnozoïdes. Les seuls qui sont actifs, ce sont les produits dérivés de la famille des amino 8 quinoléines, contrairement aux amino 4, la chloroquine et les autres. Et parmi les amino 8, il y a la primaquine et il y a la tafénoquine, on en reparlera tout à l'heure. Donc la primaquine, malheureusement, qui était le seul produit efficace contre ces hypnozoïdes, eh bien, semble avoir une efficacité qui diminuait dans beaucoup de pays, et toujours les pays d'hyperendémicité de Vivax, en particulier l'Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis on décrit de plus en plus, on voit apparaître des échecs prophylactiques chez les patients ayant reçu soit de la malarone, la tovacone provoline, soit du lariam, et qui présentent, malgré des taux de médicaments contrôlés circulants efficaces, des échecs à la prophylaxie avec des accès à des Vivax chez ces patients. Ça reste anecdotique, et ça prouve que c'est une épidémiologie et une transmission des résistances qui évolue. Alors comment détecter ces résistances? Est-ce que c'est facile chez Vivax? Eh bien évidemment, Didier et Céline pourront en parler largement, mais c'est probablement pas très facile. Les tests d'efficacité thérapeutique in vivo nécessitent qu'on fasse des tests d'au moins 28 jours, mais pour Vivax, la logique, ce serait qu'on fasse beaucoup plus que 28 jours, 63 jours. Et imaginez de faire des tests cliniques pendant 63 jours, c'est relativement compliqué à faire. En plus, on est gêné par le fait qu'il y ait des reviviscences et des recrudescences et des rechutes. Finalement, ça nécessite systématiquement un génotyping qui doit être le plus large possible. Et puis finalement, lorsqu'on fait une analyse un peu de la littérature, il y a très très peu d'études qui ont respecté les critères de l'OMS au moment où elles ont été faites, qui soient interprétables pour savoir s'il y a vraiment des échecs cliniques de traitement par Vivax. Les tests in vitro, beaucoup essayent, peu y arrivent. Pour l'instant, il y a peu de données. Il y a des travaux de Rashni Nozonpesh en Thaïlande qui a fait une culture court terme de Vivax, mais ça ne permet pas encore de faire des tests in vitro bien calibrés. Et puis là encore, il y a une expérience locale qui serait intéressante. Et les marqueurs moléculaires, donc ceux-là, ils sont en plein boom, à la fois pour la résistance à la sulfadoxine pyrimétamine et aux amino 4 quinoléines, beaucoup plus facile à obtenir, facile à analyser. Alors il y a la real-time PCR que j'essaie de développer un petit peu, et puis il y a d'autres méthodes, en particulier les méthodes plus traditionnelles de séquençage qui permettent d'avoir des informations assez complètes sur ces mutations potentielles.
Alors si on compare le gène de la DHFR de falciparum avec le gène DHFR de Vivax, on s'aperçoit que les mutations ponctuelles qui sont associées avec la résistance ne sont pas tout à fait symétriques. Vous voyez que pour ces positions, on a à peu près des positions semblables. Pour celle-ci, eh bien, il y a des petites variations qu'on retrouve chez Vivax et pas chez falciparum. Alors il y a plusieurs études qui ont été faites, en particulier des études qui ont été menées en Azerbaïdjan, en Turquie, qui sont des zones où il y a une transmission de Vivax depuis plusieurs années, avec une bonne efficacité thérapeutique, et on s'aperçoit que si on regarde des échantillons provenant de ces zones de transmission, eh bien on a soit des types sauvages, soit des simples mutés, une seule mutation, et c'est tout à fait corrélé avec le fait que ces parasites sont sensibles aux médicaments. Il y a peu de mutations où elles sont absentes. En revanche, si vous allez en Thaïlande, vous apercevrez que plus de la moitié des souches, finalement, présentent des quadruples mutations sur certains de ces gènes, et c'est associé avec la présence de ces échecs thérapeutiques qu'on peut trouver. Au Laos, très peu d'échecs thérapeutiques, très peu de circulation de médicaments, finalement, et toutes les souches analysées, en tout cas dans ce type d'études, sont sauvages. Alors, depuis quelques années, plusieurs équipes sont intéressées à faire un parallèle entre les gènes impliqués dans la résistance de Vivax avec ce qui avait déjà été découvert chez falciparum. Alors vous savez qu'en particulier le PFCRT et le MDR sont impliqués par différents mécanismes chez falciparum. Alors les équivalents de ces gènes chez Vivax sont le PVCG10 et puis donc en 2005 le PVMDR1 a été isolé par Sarah Brega, qui était une thésarde qui était à Lyon et qui est maintenant à l'Institut Pasteur. Donc, vous voyez, elle s'en est bien sortie, finalement. Donc on a pu mettre en évidence un gène codant une protéine qui a à peu près la même structure que le MDR1 de falciparum. Et actuellement, on travaille à savoir s'il a la même fonction. La structure, c'est une chose, mais la fonction de pompe, quelle a été décrite chez falciparum, elle n'est pas encore décrite chez Vivax. Alors, il y a des mutations sur cette protéine codée par le gène MDR1. C'est une protéine qui est en deux feuillets, qui sont schématisés ici. Vous voyez que les mutations qu'on a pu mettre en évidence sont localisées sur le deuxième feuillet de la pompe transmembranaire et correspondent assez peu, finalement, avec les mutations qu'on a pu mettre en évidence chez falciparum. Vous voyez que chez falciparum, chez le MDR, les mutations associées à la résistance sont souvent en la position 86, 184, et là, on n'a pas de polymorphisme chez Vivax. En revanche, les polymorphismes qu'on trouve chez Vivax sont sur des positions qui ne correspondent pas à polymorphisme chez falciparum. Donc on ne peut pas directement retrouver des résultats qu'on a trouvés chez falciparum, les extrapoler chez Vivax. Alors, une des raisons à ces différences, c'est que l'usage des codons de Vivax est relativement différent de celui de chez falciparum, mais en particulier, vous savez que dans le génome de falciparum, c'est une particularité de ce parasite, on a un pourcentage de AT qui est très élevé. Alors selon les gènes qu'on étudie, on se situe à plus de 80%, alors que chez Vivax, eh bien, on tombe à un taux plus normal, entre guillemets, plus fréquent chez les micro-organismes, 15% moins élevé, et ça entraîne des modifications dans l'usage des codons qui peuvent avoir un impact justement sur les travaux faits en biologie moléculaire chez Vivax, qui sont parfois plus difficiles que chez falciparum. Alors, je vais vous présenter ici des résultats d'une étude qui n'est pas encore publiée, qui est une étude d'efficacité thérapeutique qui a été réalisée une collaboration avec une équipe suisse et puis une équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée et mon laboratoire à Lyon. C'est une enquête qui a été menée sur des enfants entre 6 ans et 7 ans, entre 6 mois et 7 ans d'âge, qui présentaient une fièvre qui a été confirmée avec une confirmation microscopique de mono-infection par Vivax et ultérieurement une confirmation par PCR de cette mono-infection par Vivax, en l'absence de signes de maladies compliquées, et pour lesquels, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le traitement standard était soit amodiaquine plus SP, soit chloroquine plus SP. Donc là, je vais vous parler essentiellement des résultats du bras chloroquine plus SP, sachant qu'on avait un suivi pendant 28 jours, là aussi malheureusement insuffisant, mais difficile de faire plus. Et en cas d'échec thérapeutique, eh bien, le traitement de secours était l'artésunate plus SP. Donc là, c'était le respect des protocoles locaux. Donc c'est une enquête qui a permis d'inclure une centaine de patients, 104 patients sur 3 sites différents en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec des épidémiologies qui étaient à peu près équivalentes. Sur ces 100 patients, 104, eh bien, on a eu une réponse
adéquate au traitement. Environ 90%, 87,7% des patients ont eu une réponse adéquate au traitement. En revanche, on a eu 12,5% d'échecs thérapeutiques à 28 jours avec ce schéma thérapeutique. Et je crois que c'est à peu près cohérent avec ce dont va nous parler peut-être à la fin Didier sur les résultats obtenus ici. Alors, on a évidemment testé la répartition des polymorphismes sur les principaux codons des gènes PV, DHFR et PVMDR, et on s'aperçoit que dans toute cette population, on a en foncé, ce sont les codons, les positions mutées, en noir muté, en gris mixte, sauvage et muté, et en blanc uniquement sauvage. Vous apercevez que en DHFR 57-58, on a une forte proportion de mutations. En MDR, on a à peu près un tiers de mutations qui sont retrouvées, et puis dans les deux autres positions, c'est un petit peu moins net. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'on a essayé de calculer un risque, un autre ratio pour l'apparition d'un échec thérapeutique en fonction de la présence ou pas d'une mutation position par position. Et on s'aperçoit par exemple que si on a une mutation en PVDHFR 57, eh bien on a un autre ratio à 9, c'est-à-dire un risque important d'avoir un échec thérapeutique, puisque dans ce groupe-là, on avait des 12 échecs thérapeutiques avec la mutation 57. De même pour la mutation de PVMDR, eh bien on a un autre ratio, la mutation c'est le 976F, le Y c'est le sauvage, et on s'aperçoit que l'autre ratio pour l'échec thérapeutique est de 4 par rapport à la position sauvage où il tombe à 0,18. Donc on peut vraiment relier sur cette enquête-là, avec ces chiffres-là, la présence de ces mutations avec un échec thérapeutique constaté à 28 jours. Alors on a essayé ensuite d'analyser les mêmes résultats, mais en associant les mutations sur les deux gènes, PVDHFR et PVMDR, et on s'aperçoit pour ceux qui sont sauvages dans les deux gènes, eh bien, on a un autre ratio à 0,30, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'avoir un échec thérapeutique. Et il y a eu dans cette population un seul échec thérapeutique. C'est pour dire que les statistiques, en fait, donnent une idée générale, ça ne veut pas dire que ça exclut tous les cas. En revanche, pour les quadruples mutés en DHFR et les mutés en MDR, eh bien là, on a un autre ratio à 10, c'est-à-dire que là, il y a un très fort risque. C'est pour les patients qui sont porteurs de ce parasite au moment de l'infection, il y a un très fort risque qu'ils aient un échec thérapeutique 28 jours plus tard. Donc ces marqueurs moléculaires de la résistance de Vivax pourraient être prédictifs de l'efficacité thérapeutique à 28 jours dans ce type d'enquête. Alors évidemment, ça mérite, il faut confirmer ce type d'études, et il y aura d'autres études qui vont appuyer ou pas dans ce sens-là. Et ça prouve en tout cas qu'on peut, grâce aux marqueurs moléculaires, avoir une idée assez correcte de ce qui va se passer en efficacité thérapeutique, quel que soit le schéma thérapeutique qu'on utilise. Ce qui est important, c'est d'utiliser les bons marqueurs moléculaires adaptés aux drogues qu'on utilise, et pas toujours systématiquement chercher le CRT76 pour falciparum. Il faut vraiment l'adapter aux médicaments qu'on utilise. Donc, est-ce qu'il est vraiment facile de traiter le paludisme Vivax ? Je crois que ça dépend vraiment des zones géographiques. Il y a les traitements standards dont on va reparler très rapidement. Il y a des zones comme la Thaïlande où il y a une résistance modérée, et puis il y a toutes les zones d'Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée où il y a un fort taux de résistance. Ça, c'est la situation en 2007. On peut craindre qu'en 2010, en 2015 ou plus tard, cette situation-là, ces zones géographiques-là s'étendent, puisque c'est ce qui se passe depuis quelques années, et que donc ces niveaux de résistance qui vous paraissent assez confinés, maintenant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pas forcément votre zone de prédilection, on peut craindre que ces mécanismes de résistance s'étendent. Alors, pour traiter ce paludisme Vivax, maintenant on va être confronté à la nécessité probablement d'utiliser deux types de molécules. D'une part la chloroquine, qui reste la molécule de référence dans la plupart des cas, mais associer la chloroquine à la primaquine, donc un amino 8-quinoléine, avec la restriction extrêmement importante, c'est que ce médicament ne peut être donné que chez les patients n'ayant pas de déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénation. Or maintenant il existe des tests ELISA très simples, peu chers, qui permettent de détecter chez les patients la présence ou pas d'un déficit en G6PD. Donc il faudra faire un test G6PD avant le traitement, vérifier qu'il n'y a pas de déficit, et on va revenir sur ce déficit après pour vous montrer que la répartition géographique de ce déficit n'est pas un gros problème. Et associer donc pour les zones de chloroquinosensibilité, chloroquine plus primaquine 14 jours, de façon à protéger la chloroquine et éviter les accès secondaires. Dans les zones de faible sensibilité, on prend toujours la chloroquine 3 jours, mais on double la dose de primaquine.
Et dans les zones de forte résistance, on remplace la chloroquine par le Lariam 2 jours et on donne encore la primaquine à double dose. Donc ça, c'est des schémas qui sont en cours de discussion, c'est ceux qui sont actuellement proposés par l'armée américaine, l'armée canadienne, et qui vont être probablement proposés plus largement. Il y a une réunion en mai d'un consortium qui va travailler sur les guidelines pour Vivax, ça aura lieu à Amsterdam au mois de mai, et c'est une des hypothèses qui sera examinée. Alors, le déficit en G6PD, vous savez que c'est quelque chose, ça intéresse peut-être quelqu'un dans la salle, c'est quelque chose qui est lié à une maladie qui est liée, parce qu'il est, j'ai perdu. Voilà. Donc les déficients en G6PD, lorsqu'ils prennent un médicament tel que la primaquine, un immuno-8, ou lorsqu'ils mangent des fèves, vous savez qu'ils ont un risque d'hémolyse. Cette hémolyse peut être mortelle selon l'intensité du déficit. Alors il y a différents variants génétiques de ce déficit en G6PD. Le variant A- qui laisse une activité enzymatique supérieure à 10%. Donc finalement ces gens-là ont un déficit en G6PD, mais 10% d'activité enzymatique ça suffit pour ne pas avoir d'hémolyse en cas de prise de ce médicament. Et puis en revanche il y a le variant méditerranéen, le B-, qui lui laisse moins de 10% d'activité enzymatique, et ces patients-là ont un risque d'hémolyse grave et parfois mortelle. Donc le variant B-, il est méditerranéen, mais on le retrouve également ailleurs. Donc chez ces patients B-, la prise de 15 mg, une seule dose de primaquine, peut entraîner une hémolyse avec insuffisance rénale, avec insuffisance cardiaque et une mortalité qui peut être assez rapide. La répartition de ce B- dans différentes populations, vous voyez que les Caucasiens l'ont peu fréquemment, les Grecs, les Sardes l'ont beaucoup plus. Donc il faut conseiller aux Grecs et aux Sardes de ne pas aller en zone de transmission de Vivax. C'est très simple. En Asie, vous voyez que ce niveau de mutation est peu fréquent, et les seules données dont on dispose de façon assez certaine concernent les Afro-Américains, où là on a dans cette population-là 7%. Alors à l'échelle du continent africain, je n'ai pas trouvé de données qui soient vraiment indiscutables concernant le pourcentage de mutation du variant B-. Mais si on regarde cette carte de répartition des différents variants, alors je vous ai parlé du A- et du B-, mais il y a toute une série d'autres variants, et on s'aperçoit finalement qu'en Afrique, dans toute la zone de transmission, eh bien, il a été décrit uniquement des variants A-, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10% d'activité enzymatique, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a a priori pas de risque d'hémolyse avec les amyloïdes thyroïdes. En revanche, dans toutes les zones d'Asie ou de transmission du Vivax, eh bien là, on a des variants qui sont multiples avec un risque d'hémolyse. Le dernier point qui est en cours de discussion et pour lequel on n'a toujours pas de solution, c'est la prophylaxie à utiliser vis-à-vis de Plasmodium vivax pour les personnes se rendant dans ces zones-là. Vous savez qu'actuellement, lorsqu'on considère les voyageurs, on ne parle de la prophylaxie que vis-à-vis de falciparum. Finalement, il faudrait s'intéresser un petit peu à Vivax. Alors, il y a 3 hypothèses. Ces 3 hypothèses sont la prophylaxie suppressive, la prophylaxie causale et la prophylaxie terminale. Je suis incapable de vous dire quelle est la bonne pour l'instant. Aucune de ces 3 n'est utilisée. C'est encore une fois, il s'agit de projets. La prophylaxie suppressive, ça consiste, comme on utilise dans le cas de falciparum, c'est à détruire les stades érythrocytaires de la maladie. Donc ça n'a pas d'action sur les épinozoïtes et pas d'action sur les rechutes. Et pour ça, on peut utiliser la doxycycline, la méfloquine, dont on sait qu'elle est moins active finalement, avec un schéma thérapeutique habituel. La prophylaxie causale, là c'est une activité qui doit être dirigée contre les formes hépatocytaires. Donc si on ne s'intéresse que aux formes hépatocytaires, eh bien on ne va pas avoir d'action sur les formes érythrocytaires, et cette prophylaxie causale contre les formes hépatocytaire de Vivax, il faut l'associer une prophylaxie causale contre les formes, une prophylaxie suppressive contre les formes érythrocytaires de falciparum. Je ne sais pas si c'est très clair. Si vous détruisez uniquement les Vivax dans le foie, il faut aussi vous intéresser aux falciparum qui peuvent être dans le sang, parce que les confections sont possibles. Et pour ça, on pourra utiliser la primaquine pendant le séjour et jusqu'à 7 jours après le traitement. Toujours après avoir été vérifié qu'il n'y a pas un déficit en G6PD. Et puis finalement, ce qui est probablement ce qui va se faire pour un certain nombre de voyageurs, c'est la prophylaxie terminale. C'est-à-dire que lorsqu'on aura un groupe de voyageurs parmi lesquels, au retour de leur voyage, un de ces voyageurs aura présenté un accès de paludisme, un Plasmodium vivax, eh bien on traitera tous les autres par la primaquine de façon à considérer que tous les voyageurs qui ont voyagé ensemble ont été soumis au même risque. Donc il est possible que certains aient des hypnozoïtes et face à un accès palustre,
un jour ou l'autre, on ne sait pas exactement quand, donc on va les déparasiter entre guillemets par un traitement par la primaire. Donc ça, comprenez que tous ces schémas prophylactiques sont très imparfaits, c'est en discussion, mais ça sera intéressant peut-être dans l'avenir de voir comment ça évolue. Donc finalement, le paradigme d'une fièvre tierce bénigne peut être mis en question, c'est pas si sensible, c'est pas si facile à contrôler, et si ce parasite a disparu en Europe au milieu du XXe siècle, eh bien il va réapparaître prochainement, malheureusement on peut le craindre, dans toute la zone turque, en Azerbaïdjan, Turkménistan, en Iran, en Irak, il y a une transmission de Vivax qui augmente. Vous savez qu'il y a eu un cas de transmission autochtone en Corse en 2006, et l'histoire de ce cas de transmission autochtone, il a été maintenant bien cadré. C'est un voyageur qui est venu ici, à Madagascar, au mois de juin, qui s'est fait contaminer par un Plasmodium vivax, comme quoi il y en a aussi, qui est rentré en Corse, à Porto, où il n'y a plus de transmission depuis très longtemps, depuis 1963. Et ce patient-là, porteur de Vivax, qui a fait un accès palustre de Vivax en Corse à son retour, il a été piqué par un anophèle, probablement, et cet anophèle a piqué un peu plus tard un deuxième patient qui n'avait jamais voyagé, qui n'avait jamais pris l'avion, qui n'habitait pas dans une zone à proximité d'un aéroport, et qui a fait un deuxième accès de transmission de paludisme et Vivax. Donc il y a eu au moins un cas de transmission autochtone de paludisme et Vivax en Corse, ce qui n'avait pas été déclaré depuis 1963. C'est anecdotique, mais il y a eu 5 cas en Italie, il y a eu d'autres cas dans d'autres pays. Donc finalement, on sait que, compte tenu des modifications des mouvements de population, eh bien Vivax peut s'étendre dans toute une zone européenne, mais également peut continuer à s'étendre en Afrique. Je crois que je termine sur cette diapo, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.